Les amis, le mois de juillet touche à sa fin. Avec lui, on a eu des hauts et des bas au niveau des températures, mais aussi de l'actualité moto. Énormément d'annonces ont ponctué cette période et comme chaque semaine, je réponds de façon toujours présente à cette FAQ dans laquelle je réponds à toutes les questions que vous me posez sur ma story Instagram. Donc n'hésitez pas à y aller puisque je récupère très souvent les sujets que je trouve les plus pertinents, les plus intéressants. Et aujourd'hui, on va parler de choses extrêmement intéressantes, ni plus ni moins. J'ai pas d'autres termes, mais avant d'aborder les premières questions, on va aller faire un petit tour du côté de l'actualité du monde de la moto et de la chaîne, puisqu'il y a eu quand même 2-3 choses très sympathiques, avec notamment la dernière FAQ dans laquelle on parle de la potentielle refonte de la Kawasaki ZH2, une moto pour laquelle vous savez que j'ai énormément d'affect et qui mériterait d'avoir un petit upgrade, ne serait-ce que visuel et technologique pour les années à venir, et ça pourrait être l'EICMA 2026 qui nous livre cette moto. Vous avez eu l'essai de la RS 660 2026, moto qui est toujours au sommet de sa gloire, j'ai envie de vous le dire. Extrêmement sympa d'avoir pu de nouveau poser mes mains sur la moto, même si c'est une machine à laquelle j'ai l'habitude de me frotter puisque c'est la moto de Mathilde. Mais là, dans cette nouvelle version 2026, il y a eu quelques changements esthétiques et techno, donc c'est très sympa. Et puis finalement, la dernière grosse actu, c'est l'annonce entre guillemets officieuse, puisque ce sont des photos qui ont été prises sur le Nürburgring de la nouvelle génération de S1000RR. Ça y est, elle commence à se concrétiser et un modèle qui est très probablement une pré-série a été vu du coup sur le circuit mythique du Nürburgring Nordschleife. Et du coup, ça va être hyper intéressant de voir si à l'EICMA, la moto va être présentée officiellement ou pas, puisque je vous le rappelle, BMW avait déjà annoncé les modèles 2027 et la S1000RR en faisait partie. Inchangé, peut-être que ce sera pour la deuxième moitié de l'année. En tout cas, ça va être extrêmement passionnant à suivre. Première question qui n'est pas vraiment une question, mais de la part de Reptile Cove qui dit « Une chaîne qui se renouvelle constamment et se construit toujours avec la commu longue vie ». Et ce message, il n'y a pas que Reptile Cove qui me l'a envoyé. Vous avez été très nombreux à m'envoyer ce genre de petits mots qui me font extrêmement chaud au cœur, parce que oui, en effet, cette chaîne, je la construis avec vous, ni plus ni moins les amis. C'est vraiment une expérience et un voyage qui a été construit au long des années, littéralement des années avec vous. Et clairement, pour moi, aujourd'hui, votre avis est super important. Vous le savez, notamment quand je fais des posts communautaires dans lesquels je fais des sondages pour prendre la température de vos envies de la chaîne. Donc, notamment récemment, on a parlé de faire des vidéos de sport liées à la moto. Donc, vous parlez de bien-être, de développement physique, d'alimentation, de santé, de sommeil, mais lié au monde de la moto. Bien évidemment, l'idée, c'est pas de devenir Thibaut InShape numéro 2, c'est vraiment de relier ces deux mondes-là. Et vous allez voir qu'il y a des ponts très très forts, puisque ces vidéos, on va les lancer. Mais aussi, une question un petit peu plus liée à l'ADN même de la chaîne sur les essais moto. Est-ce que vous êtes pour ou contre un format hybride dans lequel on aurait à la fois des vidéos comme vous avez l'habitude de les voir, donc avec des parties statiques, avec beaucoup de zoom, des cuts, des choses comme ça, qui sont les vidéos dans lesquelles je fais intervenir Florian, le monteur de la chaîne, et que je dois rémunérer. C'est pour ça que ces essais sont devenus plus raréfiés, parce que je dois financer ces vidéos, et aujourd'hui sur mes propres sous, on va dire, générés par la chaîne, ce n'est pas possible. Donc c'est souvent adjoint d'un petit sponsoring, ou alors quand c'est les marques qui me contactent. Et du coup, je vous propose, si aujourd'hui c'est quelque chose qui vous intéresse, de faire des essais un peu plus, on va dire, bruts. Donc avec juste une vue GoPro, beaucoup de dynamique, on parle, on donne les informations sur la machine, on en fait un petit tour avec la caméra, mais on sera sur quelque chose qui sera moins monté. Et vous avez été 91% à dire que cela vous intéressait, ce qui prouve que la chaîne, elle évolue avec vous, puisque je donnerai aussi cette direction-là. C'est très important pour moi que la chaîne continue à refléter mes envies et la direction que j'ai envie de donner, mais faite ensemble avec vous. Ça ne peut pas être tout l'un ou tout l'autre. Si c'est que ce que l'audience a envie, la chaîne perd son âme et perd son identité. Et si ce n'est que ce que le créateur a envie, ça des fois ça fonctionne, mais pas toujours. Donc il faut essayer de trouver un petit peu un compromis. Prochaine question de la part de Samco0621 qui nous dit « Salut, est-ce que tu pourrais présenter les outils que tu utilises pour filmer et parler ?» Alors, c'est une question qui est très intéressante et pour être parfaitement honnête, je vais en faire quelque chose d'un peu plus
complet, je pense. Un de ces quatre, je vais vous parler justement eh bien, de tous les matériels que j'utilise, etc. Mais pour faire assez simple, aujourd'hui, pour cette vidéo, donc quand je fais des vidéos comme celle-ci, j'utilise deux choses essentielles, à savoir une webcam, qui est une webcam de la marque Elgato, qui filme en 4K. Il y a plein de modèles qui peuvent exister. Vous pouvez même utiliser des appareils, des smartphones en tant que webcam, hein, en les branchant directement. C'est des choses qui marchent très bien. Et puis un micro d'une qualité qui est quand même relativement bonne. C'est un Elgato Wave 3. Et derrière, eh ben, vous avez ici un fond vert. Hein, ça, c'était pas un vrai bureau, hein, malheureusement. Et un logiciel de streaming d'ailleurs, hein, qui s'appelle OBS. Ça, c'est ce qui me sert à faire aujourd'hui la plupart des vidéos Moto Bistro, les comparos, ce genre de choses. Et quand après je suis sur le terrain, j'utilise plusieurs choses, notamment pour filmer tout ce qui est les passages dynamiques quand on roule à moto. J'utilise des caméras d'action, donc ici par exemple des GoPro, j'en ai 3 différentes pour vous donner, vous savez, les 3 fameux points de vue. Donc ça, c'est adjoint de quoi? Eh bien de micros, hein, de micros directement comme ceci. Hein. Donc là, c'est la marque DJI, mais ça pourrait être n'importe quoi. Ces micros servent à prendre ma voix ainsi que l'échappement de la machine pour pouvoir vous donner 2 pistes sonores. Et puis derrière, lorsque je fais les statiques, hein, lorsque vous avez les plans où je suis devant la moto, eh bien je vais utiliser ce genre d'appareil. Hein. Donc c'est un produit de la marque DJI aussi. DJI font des très très bons produits. Un Osmo Mobile qui du coup va servir à filmer, qui peut me suivre automatiquement quand je me déplace. Donc c'est un petit peu comme si j'avais un cadreur. Et ça, c'est également le matériel que j'utilise aujourd'hui pour aller sur les salons, l'ECMA, le salon du 2 roues de Lyon, pour vous filmer ça dans les meilleures conditions possibles. Voilà. J'essaierai de vous faire une vidéo un petit peu plus complète, un de ces quatre, où vraiment je vais vous présenter tout le matériel que j'utilise parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais ça, c'est vraiment l'essentiel du nerf de la guerre du matériel que j'utilise pour vous réaliser les vidéos au quotidien. Prochaine question de la part de Marshall Nice qui nous dit pourquoi au bout de 1 an ou 2 on se lasse de nos machines. Et alors ça, cette question, je la trouve fantastique parce qu'en fait, elle est le reflet, eh bien tout simplement de cette industrie de la moto et de la moto en règle générale. Et la raison, elle en est très simple. Marshall, c'est tout simplement parce que, eh bien la moto, c'est avant tout une passion. Contrairement à l'automobile où beaucoup de gens sont passionnés, mais beaucoup plus utilisent la voiture eh bien, de façon, on va dire, utilitaire. Voilà, c'est la voiture, c'est un moyen de déplacement. La moto, qui peut être un moyen de déplacement, reste quand même en nous une passion. Et du coup, la passion, elle est pas raisonnée. La passion, c'est quelque chose qui évolue en fonction de nos humeurs, en fonction de nos inclinations et en fonction aussi des nouveautés qui apparaissent. Et donc moi, par exemple, aujourd'hui, je vous le dis, j'ai cette machine, la R1300R, que je trouve fantastique et qui va m'accompagner pendant un bon bout de temps. Mais il est tout à fait possible que d'ici 1 an et demi, 2 ans, je commence à me dire tiens, j'aimerais bien changer. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des nouvelles motos qui apparaissent. Par exemple, quand l'Hayabusa est arrivée, moi j'avais une machine que j'appréciais énormément, mais tout de suite je me suis dit, putain, j'aimerais vraiment avoir la nouvelle Hayabusa. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt une bonne chose, on va dire, qu'une mauvaise chose, parce que ça veut dire finalement qu'on est au cœur d'une industrie qui est basée sur la passion, sur le rêve, et du coup, effectivement, on va être plus enclin à se lasser. Alors après, attention, hein, ce n'est pas le cas pour tous les motards et ça ne veut pas forcément dire qu'on a les moyens de changer de machine. Mais oui, c'est vrai qu'un motard, une motarde vont changer plus fréquemment, plus régulièrement de monture qu'un automobiliste. Tout simplement parce que c'est littéralement une industrie, un univers qui est mu par la passion. J'ai presque envie de dire plus encore que le côté utilitaire. Et donc, ça nous amène à vouloir explorer des nouveaux sentiers. Et c'est quelque chose qui, dans la mesure de vos moyens et de vos envies et de ne pas vous mettre dans la difficulté, je vous encourage à le faire. Changer de marque, changer d'architecture moteur, parce que ça peut vous permettre de découvrir pas mal de choses. Et cette transition, elle est toute trouvée puisque Mediani nous dit: penses-tu qu'une architecture moteur est préférable à une autre en fonction du trajet? Et alors là, je ne peux que dire oui, un énorme oui. En réalité, l'architecture d'une moto, l'architecture moteur d'une moto, elle donne son caractère, elle lui donne sa personnalité. Et en fonction des personnalités,
eh bien, on va faire des choses plus que d'autres. Quand vous êtes en face d'une personne qui est extrêmement sérieuse et très terre à terre, eh bien, vous allez avoir envie de faire des choses qui sont sérieuses, des projets sérieux. Quand vous êtes avec quelqu'un qui est très rigolard, ben, vous allez peut-être moins avoir envie de faire des choses très sérieuses, mais plus de vous amuser, de rigoler. Eh bien, les motos, c'est exactement pareil. Et on a plein d'architectures qui existent. Alors là, je vous ai pris une Super Duke au hasard, mais ça pourrait être n'importe quel bicylindre. Eh bien, on est sur des motos qui, à mon sens, sont plus adaptées pour, on va dire, des trajets qui sont pas des grands trajets, des trajets très longs. Mais attention, hein, quand je dis bicylindre, il y a plein d'architectures bicylindres différentes. Je ne m'amuserai pas à dire que c'est la même chose entre une Super Duke qui est dotée d'un V2 qui est très vibrant, très cognant et qui a un caractère un peu trempé, à celui d'une R1300R qui est capable de donner des accélérations extrêmement fortes, mais quelque chose de beaucoup plus velouté. Mais là, par exemple, typiquement, une Super Duke, c'est pas une moto avec laquelle je vais avoir envie de me dire je vais faire tous les jours 250 bandes sur l'autoroute avec. Ça va pas forcément être le truc le plus agréable. Au contraire, vous avez des 4 cylindres en ligne. Donc là, ici, la S1000RR chez BMW, mais tout à l'heure, on était sur la Hayabusa, qui sont des motos qui, je trouve, sont très adaptées justement pour les longs trajets. Le 4 cylindres en ligne, c'est un moteur qui est souvent plus doux, plus feutré, un peu moins de vibrations. Et d'ailleurs, quand on pousse même le concept jusqu'au bout, vous trouvez même des 6 cylindres, que ce soit chez BMW avec la K700, mais aussi chez Honda avec la Goldwing, qui là sont les reines absolues du long trajet, où on est véritablement sur un tapis roulant. Et puis au milieu de tout ça, et ben, des fois on trouve des espèces d'hybrides un peu qui font, il est vrai, un peu tout très bien, comme par exemple le 3 cylindres en ligne. Certaines personnes disent souvent que le 3 cylindres en ligne est l'architecture parfaite. Je ne pense pas personnellement qu'il existe une architecture parfaite, mais par contre, c'est vrai que elle cumule à la fois un bon remplissage en bas, de la longe, c'est un moteur qui n'est pas excessivement vibrant. Oui, effectivement, ça pourrait être considéré par beaucoup de personnes comme une architecture extrêmement polyvalente. Mais oui, définitivement, pour répondre à cette question, il y a des architectures moteurs qui sont faites pour chaque type de trajet, chaque type, on va dire, d'utilisation différente. Et entre un monocylindre, que je n'ai même pas mentionné, qui est souvent pour des usages vraiment plus spécifiques, et un 6 cylindres, il y a un monde entier et c'est ça qui fait que l'industrie de la moto est ultra riche. C'est que vraiment, on a ce ressenti qui, je trouve d'ailleurs, est beaucoup plus marqué que dans l'industrie automobile. Alors que il existe beaucoup de types de moteurs différents, même si 85 ou 90% de l'industrie automobile mondiale, elle est dominée par le 4 cylindres, parce qu'il est très équilibré, ou des fois on a des moteurs un peu plus petits, 3 cylindres suralimentés, mais le comportement, on le ressent pas aussi fortement que sur une moto. Une moto, vous basculez d'un gros bicylindre à un 4 cylindres en ligne, vous sentez immédiatement ça, et je pense que c'est aussi ça qui fait que la moto est aussi intéressante et aussi diversifiée. C'est parce qu'on a toutes ces architectures qui la composent et qui la rendent passionnante à découvrir et à parcourir. Dernière question de la part de BBZ Biker qui nous dit « Salut, à ton avis, quelle alternative peut-il y avoir face aux normes de plus en plus restrictives ?» Cette question, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle est aujourd'hui au cœur des discussions des motards. Elles impactent énormément ces normes à plein de niveaux, plein de choses. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez ma nouvelle moto, la R1300R, qui est en norme Euro 5+, et c'est une machine qui chauffe beaucoup plus que n'importe quelle machine équipée d'un boxer chez BMW dans les dernières années qui était Euro 5, Euro 4. On était vraiment sur quelque chose qui était moins pénible au quotidien. Et ce n'est pas tout, puisque ces normes de pollution, elles ont tendance aussi à étouffer les moteurs. On a plus de mal à sortir de la puissance de ces machines. Typiquement, tout à l'heure, on parlait de la Hayabusa. La raison pour laquelle une Hayabusa, aujourd'hui, ne fait plus que 190 chevaux et pas 197, c'est parce que pour passer les normes d'homologation, cette moto, elle a dû voir son moteur être étouffé. Et donc, aujourd'hui, il existe, pour moi, des alternatives, des choses qui pourraient permettre un petit peu de se mettre en face de ces normes et d'apporter des choses un peu différentes. L'une d'entre elles, je trouve, serait la possibilité, par exemple, d'avoir une moto potentiellement moins sévèrement impactée par les normes, de rouler avec des normes plus anciennes, mais avec une limite, par exemple, de kilométrage par an.
entre une moto, un trail Euro 5+, sur lequel vous allez faire 25 000 km par an, et une sportive Euro 4, sur laquelle vous feriez, j'en sais rien, 5 000 ou 10 000 km par an, l'impact environnemental et de pollution ne sera pas le même. Il existe aussi la possibilité, pour moi, de peut-être taxer différemment en fonction de la norme de pollution. Si demain, vous avez une machine que vous voulez rouler sur une norme de pollution plus basse, eh ben, vous pouvez être un peu taxé différemment pour permettre justement d'alimenter les crédits en fait, de taxation carbone et de pouvoir justement contribuer à ça d'une façon différente. Ça, c'est des leviers qui, à mon sens, sont immédiats par rapport aux machines qu'on possède. Après, il y a bien évidemment l'avenir, le futur. L'un d'entre eux, c'est les carburants de synthèse et aussi, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de moto équipée de carburant de synthèse, je le mentionne ici, l'hydrogène. Ça, vous le savez, on a la Kawasaki H2 HYSE qui est actuellement en développement et on a le consortium Kawasaki, Yamaha, Honda et Suzuki qui travaillent ensemble pour réaliser des motos alimentées par l'hydrogène. Mais c'est vrai que les e-fuels, donc les carburants, on va dire hybrides, carburants artificiels, sur lesquels on a énormément de marques, de grandes marques comme Porsche qui ont investi des milliards pour les développer, ce serait potentiellement quelque chose qui pourrait aider à se soustraire à ces normes qui sont, il est vrai aujourd'hui, un peu sombre pour la moto parce que on perd en puissance, on perd même en caractère de machine, les motos chauffent donc elles sont moins agréables au quotidien et donc ça pourrait être aussi une voie parce que je sais que je vais le mentionner, c'est indispensable, les motos électriques. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, une moto électrique, il n'y a pas énormément de problèmes de normes de pollution sur une moto électrique, mais ce sont des choses qui ne satisfont pas forcément tout le monde et je peux le comprendre, il y a une perte un petit peu de l'esprit, de l'âme, du thermique et elles feront partie de notre quotidien un jour ou l'autre, mais peut-être pas, il n'y aura pas que ça, c'est impossible, il ne pourra pas y avoir que ça. Mais une des alternatives qu'on peut avoir justement à ces machines électriques, ça pourrait être des motos avec des carburants de synthèse, avec de l'hydrogène, même de l'hybridation légère pour avoir des petits moteurs électriques qui permettraient de compenser. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ces normes qui vont venir dans le futur, Euro 6, Euro 7, qui vont être encore pires, il y a un moment donné où on va se confronter à des situations où on va avoir peut-être tellement de pertes de performance, de puissance, ça va devenir tellement dérangeant de conduire ces véhicules qu'il faudra trouver des alternatives. Et à ce moment-là, peut-être que toutes ces choses que j'ai évoquées rentreront sur la table dans les discussions et permettront peut-être de faire évoluer un peu le marché de la moto. Voilà, écoutez, en tout cas, j'espère que ce sujet vous intéresse. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires parce que je trouve que c'est hyper pertinent comme réflexion aujourd'hui. On est vraiment à une époque où on arrive à un moment où les normes deviennent tellement restrictives qu'on les ressent vraiment. Et du coup, je pense que c'est un sujet dont on doit se saisir, dont on doit discuter toutes et tous ensemble pour pouvoir le faire évoluer de la meilleure des façons. Voilà les amis, cette FAQ est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne, notamment avec l'annonce de la S1000RR, entre guillemets annonce, les photos volées, mais on a passé pas mal de temps à les décortiquer. La semaine prochaine, je suis absent, je suis dans le sud, donc il n'y aura pas de live FAQ, mais je vais quand même vous poster la story et tourner la vidéo de façon à ce que vous ayez entre dimanche et lundi la vidéo qui soit publiée pour répondre à vos questions et être comme d'habitude fidèle au poste et au rendez-vous. Voilà, en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!